Dièse chapitre 1, les ombres de l'ambition sous le soleil brûlant de la Provence, le Haras-Lumière se dressait tel un royaume de pierre dorée, symbole de la puissance d'Étienne Dupont. Les sabots des chevaux résonnaient sur les pavés ancestraux, créant une symphonie qui rythmait le quotidien de ce domaine prestigieux. Étienne, depuis son bureau aux fenêtres majestueuses, contemplait son empire équestre avec la froideur calculatrice qui avait fait sa réputation. Les employés s'activaient dans les écuries, leurs gestes empreints d'une précision mécanique. Ils connaissaient les exigences de leur patron, seule l'excellence était tolérée au Haras-Lumière. Les chevaux qui ne répondaient pas aux critères draconiens d'Étienne étaient rapidement écartés, vendus aux enchères ou relégués dans des fermes éloignées. Dans l'une des écuries les plus reculées du domaine, Aurora, une jument à la robe Isabelle, attirait les regards malgré elle. Sa gestification difficile inquiétait les palefreniers, qui échangeaient des murmures anxieux. La jument, malgré son pédigré exceptionnel et ses victoires passées, représentait désormais un investissement risqué aux yeux d'Étienne. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur les brins d'herbe, François, le chef des écuries, fut convoqué dans le bureau d'Étienne. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Aurora devient un fardeau, déclara Étienne, son regard fixé sur les chiffres qui défilaient sur son écran. Sa gestation compromet notre planning pour la saison prochaine. Les frais vétérinaires s'accumulent sans garantie de retour sur investissement. François, habitué aux décisions brutales de son employeur, sentit pourtant son cœur se serrer. Aurora n'était pas simplement une jument parmi d'autres. Son intelligence, sa grâce naturelle et sa gentillesse en faisaient la favorite du personnel. Mais il savait que ces considérations n'avaient aucun poids face à la logique implacable d'Étienne. La décision tomba comme un coup près, Aurora devait disparaître discrètement. Étienne orchestra lui-même l'opération, soucieux d'éviter tout scandale qui pourrait ternir la réputation du Haras-Lumière. Une nuit sans lune fut choisie, et deux hommes de confiance reçurent l'ordre de conduire Aurora loin du domaine, dans les collines isolées de l'arrière-pays provençal. Le trajet se fit dans un silence pesant, uniquement rompu par les chaos de la route et les hennissements inquiets d'Aurora. Les hommes, bien que habitués à exécuter les ordres sans poser de questions, ressentaient un malaise grandissant. La jument, malgré son état, conservait une dignité qui rendait leur mission plus difficile encore. À plusieurs kilomètres du Haras-Lumière, dans une région où les oliviers centenaires se disputaient l'espace avec la garrigue, ils s'arrêtèrent. Le lieu semblait suffisamment éloigné pour qu'Aurora ne puisse retrouver son chemin. Sans un regard en arrière, craignant peut-être que leur remords ne prenne le dessus, ils repartirent, laissant la jument seule face à son destin. Dièse chapitre 2, une rencontre providentielle dans la modeste ferme des Moreaux, la vie suivait son cours au rythme des saisons. Camille, du haut de ses 17 ans, portait sur ses épaules le poids des responsabilités avec une maturité qui forçait l'admiration. Depuis le départ de son père, elle était devenue le pilier de la famille, veillant sur ses jeunes frères et sœurs tout en maintenant leur petite exploitation à flot. Ce matin-là, alors que l'aube colorait à peine l'horizon, Camille était déjà dehors, vérifiant les clôtures et nourrissant les quelques animaux qui constituaient leur modeste cheptel. Ses gestes, précis et attentionnés, témoignaient d'un amour profond pour ces bêtes qui étaient bien plus que de simples ressources à ses yeux. Jean et Élise, ses cadets, la rejoignirent pour les tâches matinales. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, chacun connaissant son rôle dans cette chorégraphie quotidienne. Les difficultés financières étaient omniprésentes, mais leur complicité et leur détermination leur permettaient de garder espoir. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Camille partit chercher du bois dans les collines environnantes. Le soleil déclinant jetait des ombres allongées sur les sentiers rocailleux, et le chant des cigales accompagnait sa progression. C'est alors qu'un son inhabituel attira son attention, un hennissement faible, presque un gémissement, porté par la brise du soir. Intriguée, Camille abandonna son fagot et suivit le son. Après plusieurs minutes de recherche, elle découvrit Aurora, allongée sous un vieil olivier. La jument, visiblement épuisée et déshydratée, leva vers elle des yeux emplis de détresse. Son état de gestation avancée était évident, tout comme les signes de son origine prestigieuse, son pelage, même souillé par la poussière, révélait des soins de qualité, et les restes de son harnais portaient des finitions luxueuses. Sans hésiter une seconde, Camille s'approcha doucement de l'animal. Avec des gestes lents et une voix apaisante, elle gagna progressivement sa confiance. Aurora, comme si elle percevait la bonté naturelle de la jeune fille, se laissa approcher. Camille examina rapidement la jument, constatant avec soulagement qu'elle ne semblait pas blessée, mais son état de déshydratation nécessitait des soins urgents. Retournant en hâte à la ferme,
Camille alerta Jean et Élise. Ensemble, ils préparèrent leur vieille charrette et rassemblèrent le peu de matériel vétérinaire qu'ils possédaient. Le trajet de retour vers l'olivier fut tendu, chaque minute comptant pour la survie de la jument et de son poulain à naître. Avec une patience infinie et beaucoup de douceur, ils parvinrent à faire monter Aurora dans la charrette. Le retour à la ferme se fit au pas, Jean guidant prudemment leur vieux tracteur sur les chemins caouteux pendant que Camille restait aux côtés de la jument, la rassurant de sa présence. Une fois à la ferme, ils installèrent Aurora dans leur petite écurie, transformant une stalle en espace de confort avec les moyens du bord. La paille fraîche fut généreusement disposée, l'eau claire mise à disposition, et les premiers soins prodigués avec tout l'amour dont cette famille était capable. Diez chapitre 3, l'éveil d'une nouvelle vie. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Aurora furent intenses pour la famille Moreau. Camille passait chaque moment libre auprès de la jument, veillant sur elle avec une dévotion qui rappelait à tous l'héritage de son père. Les nuits se succédaient, ponctuées de visites régulières à l'écurie pour s'assurer du bien-être de leurs protégés. Petit à petit, Aurora reprenait des forces. Son regard, autrefois voilé par l'épuisement, retrouvait son éclat. La jument semblait comprendre qu'elle avait trouvé un havre de paix, et sa gratitude s'exprimait dans chaque interaction avec ses sauveurs. Particulièrement avec Camille, un lien unique se tissait, fait de confiance mutuelle et de compréhension silencieuse. Un matin, alors que l'aube pointait à peine, les événements s'accélérèrent. Élise, qui effectuait la première surveillance, appela Camille en urgence. Aurora montrait les signes évidents d'un travail imminent. La tension était palpable dans l'écurie, mais Camille garda son sang-froid, se remémorant les leçons apprises aux côtés de son père. Les heures qui suivirent furent éprouvantes. Jean fut envoyé chercher le vétérinaire du village, pendant qu'Élise préparait l'eau chaude et les linges propres. Camille resta aux côtés d'Aurora, lui parlant doucement, la réconfortant de sa présence constante. La jument, malgré la douleur, gardait un calme surprenant, comme si elle savait qu'elle était entre de bonnes mains. Enfin, dans la lumière dorée du matin, le poulain vint au monde. Sa robe, d'un alezan flamboyant, semblait capturer les rayons du soleil. Camille, émue aux larmes, observa les premiers instants entre la mère et son petit. Le poulain, après quelques tentatives maladroites, se dressa sur ses jambes, sous le regard attendri de tous les présents. « Sol » murmura Camille, touchée par la beauté du moment. Le nom s'imposa naturellement, inspiré par la couleur éclatante du poulain et l'espoir qu'il représentait pour leur petite famille. Aurora approuva d'un doux hennissement, comme si elle aussi reconnaissait la justesse du choix. Les jours suivants furent consacrés aux soins du nouveau-né et de sa mère. Sol se révéla être un poulain exceptionnellement vif et curieux. Ses yeux intelligents suivaient chaque mouvement, et sa réponse aux stimuli dépassait ce que Camille avait pu observer chez d'autres chevaux. Il manifestait une confiance naturelle envers les humains, particulièrement envers la jeune fille. La nouvelle de cette naissance se répandit rapidement dans la région. Les voisins venaient régulièrement prendre des nouvelles, apportant parfois du foin ou des conseils. La communauté, touchée par l'histoire d'Aurora et impressionnée par la détermination de Camille, se mobilisa discrètement pour aider la famille Moreau. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au Haras-Lumière, la vie suivait son cours. Étienne Dupont continuait de diriger son empire avec la même rigueur, ignorant encore que le destin avait préservé ce qu'il avait voulu abandonner. Les rumeurs concernant un poulain extraordinaire commençaient à circuler, mais elles n'avaient pas encore atteint ses oreilles. Dièse chapitre 4, les échos du passé. Les mois passèrent, et Sol grandissait sous l'œil attentif de Camille. Le poulain développait des capacités exceptionnelles qui dépassaient les espérances les plus folles. Sa façon de se mouvoir, son intelligence vive et sa capacité d'apprentissage rapide en faisaient un sujet de conversation constant dans les environs. Les premières leçons d'équitation révélaient un potentiel extraordinaire, une communion parfaite entre le jeune cheval et sa protectrice. Un après-midi, alors que Camille travaillait avec Sol dans le petit paddock de la ferme, une voiture luxueuse s'arrêta devant leur portail. Un homme en costume élégant en descendit, se présentant comme représentant d'un important haras de la région. Ses yeux scrutateurs évaluaient chaque détail, chaque mouvement de Sol, avec un intérêt non dissimulé. « Mademoiselle Moreau », commença-t-il avec une politesse calculée, « les rumeurs concernant votre jeune prodige sont parvenues jusqu'à nous. Mon employeur serait très intéressé par l'acquisition de ce poulain. Nous sommes prêts à faire une offre plus que généreuse. » Il sortit un chéquier de sa poche, le geste délibérément lent, cherchant à créer un effet dramatique. Camille sentit son cœur se serrer.
La somme proposée aurait pu résoudre tous leurs problèmes financiers, rénover la ferme, assurer l'avenir de Jean et Élise. Pourtant, quelque chose dans le regard de l'homme, dans sa façon de considérer Sol comme une simple marchandise, raviva en elle les valeurs inculquées par son père. « Je suis désolé, répondit-elle fermement, mais Sol n'est pas à vendre. Il fait partie de notre famille. » L'homme insista, augmentant son offre, mais Camille resta inébranlable. Frustré, il finit par partir, non sans laisser sa carte de visite et une promesse de revenir avec une proposition plus raisonnable. Cette visite marqua le début d'une période troublée. D'autres acheteurs se présentèrent, certains plus pressants que d'autres. Les rumeurs sur les origines d'Aurora et Sol commencèrent à circuler avec plus d'insistance. Camille remarqua des regards suspicieux lors des marchés locaux, des conversations qui s'arrêtaient à son approche. Un soir, alors qu'elle rentrait des écuries, elle trouva Jean et Élise en grande discussion avec leur plus proche voisin, le vieux monsieur Laurent. Son visage grave alerta immédiatement Camille. Il leur raconta avoir reconnu les marques sur le harnais d'Aurora, elles appartenaient au prestigieux Haras Lumière, la propriété d'Étienne Dupont. « Je travaillais là-bas avant ma retraite, expliqua monsieur Laurent, sa voix tremblante d'émotion. Aurora était l'une des meilleures juments du Haras. Sa disparition a été entourée de mystères, mais certains employés murmuraient qu'elle avait été abandonnée à cause de sa gestation difficile. Cette révélation ébranla Camille. Elle avait toujours soupçonné qu'Aurora venait d'un grand haras, mais apprendre les circonstances de son abandon raviva sa détermination à protéger la jument et son poulain. Le nom d'Étienne Dupont était synonyme de succès dans le monde équestre, mais aussi de froideur et d'intransigeance. Les jours suivants, des événements étranges commencèrent à se produire à la ferme. Des clôtures furent mystérieusement endommagées, leur petit stock de foin disparut une nuit, et des bruits inquiétants perturbaient le repos des chevaux. Camille renforça la surveillance, passant des nuits entières dans l'écurie, refusant de céder à l'intimidation. La situation prit un tournant inattendu lors d'une compétition équestre locale où Camille avait inscrit Sol. Le jeune cheval démontrait un talent naturel pour le saut d'obstacle, et sa connexion avec Camille était évidente pour tous les spectateurs. Leur performance fut remarquable, attirant l'attention des connaisseurs présents. Parmi les spectateurs se trouvait Étienne Dupont lui-même. Son regard perçant ne quittait pas le duo, analysant chaque mouvement, chaque saut. À la fin de la compétition, alors que Camille et Sol recevaient les félicitations, il s'approcha d'eux, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il avec une politesse glaciale, je crois que nous avons à parler. Ce cheval, et sa mère, ont une histoire qui nous lie. » La confrontation que Camille redoutait était enfin arrivée, mais elle était prête à défendre sa famille, qu'elle soit de sang ou d'adoption. Diez chapitre 5, la confrontation. La rencontre entre Camille et Étienne Dupont se déroula dans le petit café du village, sous le regard curieux des habitants. L'homme d'affaires, habituellement si imposant dans son costume sur mesure, semblait étrangement mal à l'aise face à la détermination tranquille de la jeune fille. « Aurora était ma propriété, commença-t-il, ses doigts tapotant nerveusement la table. Une jument d'exception que j'ai fait venir d'Andalousie. Son poulain représente un investissement considérable. » Il sortit un chéquier, un geste qui rappela à Camille la visite de son représentant quelques semaines plus tôt. « Monsieur Dupont, répondit Camille, sa voix ferme malgré son cœur battant, Aurora n'était pas qu'un investissement. C'était un être vivant que vous avez abandonné. Elle aurait pu succomber dans ces collines si nous ne l'avions pas trouvée. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit vaciller le masque d'assurance d'Étienne. La discussion se poursuivit, tension palpable entre deux visions du monde diamétralement opposées. Étienne parlait de chiffres, de potentiel génétique, de retour sur investissement. Camille évoquait l'amour, le respect, la confiance mutuelle entre l'homme et l'animal. « Vous ne comprenez pas, insista Étienne, dans ce milieu, seule l'excellence compte. Les sentiments n'ont pas leur place. » Mais sa voix trahissait une fêlure, comme si les certitudes qui avaient guidé sa vie commençaient à se craqueler. Camille proposa alors un compromis inattendu, « Venez voir par vous-même. Observez Sol, voyez comment nous travaillons ensemble. Jugez non pas avec vos calculs, mais avec votre cœur. » L'invitation surprit Étienne, habitué aux négociations âpres et aux batailles juridiques. Le lendemain, il se présenta à la modeste ferme des Moreaux. Le contraste avec son haras luxueux était saisissant, mais ce qui le frappa davantage fut l'atmosphère de sérénité qui régnait dans les écuries. Aurora, rayonnante de santé, vint spontanément à sa rencontre, un geste qui émut profondément l'homme d'affaires.
Camille fit une démonstration avec Sol. Leur complicité était évidente, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Le jeune cheval démontrait une intelligence et une sensibilité rares, répondant au moindre signal de sa cavalière avec une grâce naturelle. « Comment faites-vous » demanda Étienne, sincèrement intrigué. « Nous avons les meilleurs entraîneurs, les équipements les plus modernes, et pourtant. »« C'est simple, » répondit Camille en caressant l'encolure de Sol. « Nous les aimons. Nous les respectons. Nous leur donnons le temps d'apprendre et de grandir. L'excellence dont vous parlez, Monsieur Dupont, ne se mesure pas qu'en victoire et en médaille. » Cette journée marqua un tournant. Étienne repartit sans avoir fait d'offre d'achat, mais quelque chose avait changé en lui. Les sabotages mystérieux cessèrent, et des rumeurs commencèrent à circuler sur des changements au haras-lumière, des box plus spacieux, des périodes de repos plus longues pour les chevaux, une approche plus humaine de l'entraînement. Dièse chapitre 6, l'héritage du cœur. Le printemps suivant apporta des changements inattendus à la petite ferme des Moreaux. Sol, désormais âgé de 2 ans, s'était qualifié pour le prestigieux concours international de la jeunesse équestre. C'était une opportunité extraordinaire, mais les frais d'inscription et de déplacement dépassaient largement les moyens de la famille. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Spontanément, une mobilisation s'organisa. Les habitants, touchés par l'histoire de Camille et Sol, mirent en place des collectes de fonds. Le boulanger organisa des ventes spéciales, le café du village accueillit des soirées musicales dont les bénéfices étaient reversés au projet, et même les enfants de l'école participèrent en créant des dessins vendus aux enchères. Un matin, Camille trouva une enveloppe glissée sous leur porte. Elle contenait un chèque substantiel et une note manuscrite, pour ceux qui m'ont appris que la vraie valeur ne se mesure pas en chiffres. L'accent aigu. Étienne Dupont avait choisi de soutenir discrètement celle qui lui avait ouvert les yeux. Le jour du concours arriva enfin. L'événement se déroulait dans un cadre majestueux, intimidant pour la jeune cavalière habituée aux modestes installations de sa ferme. Mais Sol, loin d'être impressionné, semblait dans son élément. Leur passage fut une démonstration époustouflante de confiance mutuelle et de grâce naturelle. Dans les tribunes, Étienne observait aux côtés de Jean et Élise. Son regard n'était plus celui du businessman calculateur, mais celui d'un homme qui redécouvrait la beauté pure du lien entre l'homme et le cheval. Les performances s'enchaînèrent, et à la surprise générale, Camille et Sol se qualifièrent pour la finale. Le soir de la finale, l'atmosphère était électrique. Les meilleurs jeunes cavaliers du monde s'affrontaient dans une compétition de haut niveau. Quand vint leur tour, Camille et Sol entrèrent en piste sous les encouragements de la foule. Leur prestation transcenda la simple performance sportive, c'était une danse, un dialogue silencieux entre deux êtres unis par la confiance et l'amour. Les juges furent conquis. Camille et Sol remportèrent non seulement la médaille d'or, mais aussi le prix spécial du jury pour l'harmonie exceptionnelle entre le cavalier et sa monture. Sur le podium, les larmes aux yeux, Camille pensait à son père, à Aurora, à tous ceux qui avaient cru en elle. La victoire apporta une reconnaissance inattendue. Des offres d'entraînement et de partenariat affluèrent, mais Camille resta fidèle à ses principes. Elle accepta uniquement celles qui lui permettraient de continuer à travailler dans le respect des chevaux et de leurs besoins. Étienne Dupont, profondément transformé par cette expérience, proposa une collaboration d'un nouveau genre, transformer une partie du haras-lumière en centre de formation pour jeunes cavaliers défavorisés, où l'approche sensible de Camille serait au cœur de l'enseignement. La petite ferme des Moreaux devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à comprendre le secret de leur réussite. La réponse était simple, l'amour, la patience et le respect mutuel peuvent transformer des vies, qu'elles soient humaines ou animales. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, l'histoire de Camille, Sol et Aurora nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans les liens que nous tissons et les valeurs que nous défendons. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent la beauté de la vie et la force de l'amour. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires. Une playlist spéciale « Histoire du cœur » vous attend, pleine d'autres aventures émouvantes. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui font battre nos cœurs à l'unisson.